Reposant, n'est-ce pas? Cet oliveraie est le jardin de Gethsémini. C'est là où Jésus s'est fait entuber par Judas. On peut dire qu'il s'est fait mettre une olive. The wait is over. The X-Files' biggest discovery. We have an extraterrestrial entity. Will turn Scully against Mulder. I am here to expose his belief in the biggest of lies. But the truth Stop! will cost one of them their life. Épisode 24, le baiser de Judas. Gethsémini, c'est le titre original. Alors Gethsémini, en fait, c'est le jardin dans lequel Jésus aurait été trahi par Judas. C'est écrit par Chris Carter et c'est réalisé, comme d'habitude quand il s'agit de conclure une saison, par R.W. Godwin. Donc dedans, Mulder est mis sur la piste d'une preuve de vie extraterrestre qui pourrait s'avérer être un canular. D'ailleurs, c'est une version confirmée par un certain Michael Krichko, employé à la division de la recherche du département de la Défense. Quant à Scully, la petite Scully, elle est auditionnée pour donner son avis sur sur les X-Files. Elle va dire que, parce que ça fait déjà 4 ans quand même qu'elle bosse avec Mulder, et elle va dire que Mulder il fait de la merde, les X-Files ça sert à rien, faut fermer, et puis, dès le prologue d'ailleurs, on va annoncer le cliffhanger de cet épisode, Mulder serait mort, et évidemment, personne n'y croyait, les spectateurs à l'époque n'y croyaient pas. De toute façon, on avait déjà annoncé la saison 5. Et d'ailleurs, on avait même annoncé le film, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on conclut donc cette saison avec l'épisode mythologique au long cours, parce que ça va continuer quand même pendant 2 épisodes dans la saison 5. C'est un épisode quand même qui est très rythmé, on sent que le projet ciné est bien avancé. Il y aura même je sais pas si ça va influencer le film, mais en tout cas, le prologue du premier film reprend l'idée qui fonctionne très bien dans cet épisode, c'est-à-dire mêler Alien et la glace, donc territoire lointain, inhospitalier. Évidemment, tout ça, ça se côtoie bien. Alors j'ai découvert en fait dans une anthologie éditée chez J'ai lu, les meilleurs récits de Weird Tales. D'ailleurs, je remercie Vincent qui m'a mis sur la piste de ce recueil. C'est vraiment enthousiasmant en fait. Je les lis petit à petit. J'en lis une voire deux entre 2 tomes des frères Kalachnikov de Dostoïevski. Voilà, c'est ma petite bouffée d'air frais quoi. Et donc c'est vraiment passionnant. Et dedans, il y a une petite nouvelle qui m'a fait penser un petit peu au film de Carpenter, The Thing. Enfin, là, on va se référer davantage à la nouvelle dans lequel le film de Carpenter, qui est déjà un remake en fait d'un film d'Howard Hawks, et c'était une nouvelle de John W. Campbell qui s'appelait Who Goes There et qui était publiée en 1938, alors pas chez Weird Tales, mais dans un magazine de science-fiction qui s'appelait Astounding Science Fiction en 1938. En tout cas, peu importe, que ce soit Astounding Science Fiction ou bien chez Weird Tales. Weird Tales d'ailleurs qui a fait connaître Lovecraft. Donc d'ailleurs vous en avez plusieurs des nouvelles de Lovecraft dedans. Alors si je cite en fait ces revues qui ont vu ériger en fait ces auteurs de pulp, c'est parce que c'est une véritable mine d'idées, de références. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été adaptées au cinéma ou en comics, et d'ailleurs je trouve que c'est un truc qui manque en France en fait. Alors on a certes Métal Hurlant, mais Métal Hurlant c'est axé uniquement sur la bande dessinée. Moi, j'avoue que ça me donne très envie de me pencher à l'idée de créer une sorte de fanzine en fait qui serait imprimée à la demande, où il y aurait donc différentes histoires. En plus, ça me permettrait peut-être de créer un petit travail collaboratif. Enfin, en tout cas, on y reviendra. Donc, pour cet épisode atmosphère de mort et de désolation, donc belle métaphore d'un mensonge enfoui, une vérité fossilisée, même si quelques panoramas de la chaîne Saint-Hélier dans le sud-est de l'Alaska nous clouent, parce qu'il y a un fort contraste entre ces scènes et d'autres plus intimistes qui sont donc dans la pénombre, avec une ambiance plus feutrée, notamment quand Scully est auditionné, évidemment. Je trouve qu'il y a le même choc visuel dans le film de Mathieu Kassovitz, Les Rivières Pourpres, qui était dans mes souvenirs un très bel exercice de style. C'est-à-dire, très belle mise en scène, Kassovitz vraiment démontre tout son talent. C'est juste que c'est dommage que ça soit pour un scénario tout pété, mais en tout cas, il y avait un enchaînement de scènes dans le film qui nous arrachait de l'obscurité la plus totale pour nous éblouir ensuite dans les Alpes. Donc on joue sur de forts contrastes et ça participait vraiment à l'effet waouh du film. Bon, après, la comparaison, évidemment, s'arrête là entre le film de Kassovitz et cet épisode, mais
j'y retrouve un petit peu l'ADN en fait dans cette opposition clair-obscur. D'ailleurs, ce que je retiens dans l'épisode sont surtout les scènes dans la neige en fait, avec ce sentiment d'être isolé, le froid, c'est très prégnant. J'aime beaucoup aussi l'idée que les membres de l'expédition sont exécutés par un tueur caché dans l'équipe, exécution au shotgun en plus, donc on a presque les ingrédients d'un slasher teinté de whodunit. Et puis vous ajoutez à cela une couche de crise de foi, parce qu'on remet en question la quête de Mulder. C'est aussi une très bonne idée, je trouve, pour relancer le mythe. Mulder donc se remet en question, ça va le bouleverser. D'ailleurs, on peut saluer la performance du Duchovny qui pleure bien. Ça change du pré où j'ai cassé ma pipe. But that we should do all in our power to prepare ourselves for it. Et puis, pour rester sur le point casting, on a John Finn en second couteau de valeur. Quand même, je vais vous citer un petit peu son CV. Vous avez Traqué de William Friedkin, vous avez Arrête-moi si tu peux de Spielberg, Jugé coupable de Clint Eastwood, voilà, et puis quelques trucs comme L'Impasse de Brian De Palma. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et je me souviens que John Finn, je l'avais croisé dans un épisode absolument dévastateur dans la série Millennium, toujours produite par Chris Carter. C'était l'épisode Le Pacte dans la saison 1. Et sinon, on trouve dans le rôle du frère de Scully le comédien Pat Skipper. Et d'ailleurs, alors juste pour une anecdote, moi Pat Skipper, je le confonds toujours avec le pote de Truman dans le film Truman Show de Peter Weir, qui est en fait joué par Noah Emmerich. Je trouve qu'ils ont vraiment un peu la même gueule, quoi. They were identical. Donc voilà pour cet épisode, et pour résumer la saison 4, je dois dire que je l'ai trouvé, alors si je dois vraiment chipoter, peut-être un petit peu moins bonne que la saison 3, mais il faut dire aussi que la saison 3 m'avait juste cueilli en fait, avec en la revoyant, avec le double épisode mythologique Monstre d'utilité publique. Pour moi vraiment ce double épisode ça a été le pinacle. Les Loners évidemment tiennent la dragée haute, mais quand même on n'a pas Voyance par procuration qui était dans la saison 3, on n'a pas Autosuggestion qui est un de mes épisodes favoris de toute la série. Mais on a quand même quelques polars bien noirs, méchants, déviants. Donc évidemment, il y a la meute. J'ai fait une petite liste des épisodes. Donc c'est toujours un épisode aussi dérangeant, malsain, et qui trouve encore des héritiers, j'aurais dû vous le dire la dernière fois, avec la première saison de True Detective, par exemple. J'aime beaucoup Les Hurleurs, j'aime beaucoup Cœur de tissu, Régénération, donc tout ça c'est des épisodes qui mettent très mal à l'aise, ça aborde des traumatismes différents, donc évidemment la pédophilie, le cancer, la maladie mentale, et même Jamais plus, qui a été l'heureuse redécouverte de cette saison, avec Nid d'abeille, que j'avais beaucoup apprécié pour son côté sec, sans dialogue. Je vous rappelle, c'est l'épisode où on a Skinner en mode nettoyeur, et évidemment La queue du diable, qui est la petite parenthèse comique, même si dans le fond, la déviance n'est jamais loin, parce que le gars quand même prend l'apparence de Jean pour tirer sa crampe. J'ai pas cité L'homme à la cigarette, j'aurais pu le faire, il avait un souffle épique, il est aussi mélancolique, donc la petite histoire dans la grande, ça fonctionne très bien quand c'est bien fait. Bref, c'est une saison plus sombre, qui peut-être donc me touche un petit peu moins que la troisième, mais c'est vraiment histoire de comparer, chaque saison a vraiment une patte un petit peu particulière. Donc je vais embrayer directement avec les 2 épisodes de la 5e, qui est la saison la plus courte. Là je parle vraiment de la série canonique, j'écarte volontairement le revival. Donc 20 épisodes seulement. Faut dire que le film, donc je vous disais, il est en production. Millennium est entre les mains de Morgan et Wong, et puis c'est la dernière saison qui se tourne à Vancouver. L'équipe tournera effectivement les saisons 6 à 9 à Los Angeles pour le grand plaisir de la majorité, parce que tout simplement ça va les rapprocher de leur famille. Donc ça va pas être sans conséquence visuellement, parce que le soleil californien, ça a rien à voir avec le soleil canadien, mais on y reviendra en temps et en heure. Alors je vais regrouper les 2 épisodes qui ouvrent la saison 5, qui en VO s'intitulent Redux 1 et 2, et en français c'est Le complot et la voie de la vérité. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc tout ça c'est écrit par Chris Carter, c'est réalisé par R.W. Godwin qui, je crois que c'est la première fois où il réalise le premier épisode d'une saison, et la fin de ce triptyque est réalisé par Kim Manners. Alors, la suite du triptyque se distingue aisément de la première partie, déjà en termes d'ambiance. On va mettre la pédale douce sur la magnificence des décors naturels pour privilégier des couloirs. What am I looking for? Level 4 is a biological quarantine wing. It houses a series of labs and medical facilities and an elaborate system for the storage of vast quantities of DNA.
on va avoir pas mal de scènes où on discute en marchant, on se promène beaucoup, hein, et même jusque dans les archives de la conspiration, ce qui va rapprocher l'épisode de l'espionnage, ce que confirment plusieurs codes visuels ou narratifs. Le mouchard, par exemple, dans l'appart de Mulder, l'appel de phare quand l'homme à la cigarette interpelle Mulder dans un bar pour qu'il rencontre sa sœur. C'est d'ailleurs une des 2 fausses notes pour moi de l'épisode, hein, cette rencontre qui ne semble pas tellement avoir de conséquences. Mulder, il est déjà quand même assez chargé mentalement concernant la maladie de Scully, et en plus de ça, quant à la véritable identité de cette jeune femme, on a un gros doute à savoir si c'est la sœur de Mulder, donc on y croit très mollement. Et l'autre fausse note, pour moi, c'est à l'issue du 3e et dernier épisode, quand Mulder lâche pendant la commission le nom de la taupe au sein du FBI. On pense qu'il va lâcher le nom de Skinner, mais en fait non, c'est un autre cadre, hein, qu'on voit très peu dans la série. Donc je trouve ça assez peu amené, on se demande comment Mulder a eu cette idée, donc bon, pour moi c'est une précipitation un peu gratuite pour conclure cet arc, hein, qui d'ailleurs va accumuler des conclusions avec plus ou moins de bonheur. Déjà, l'homme à la cigarette est assassiné, bon on va voir évidemment que c'est le premier assassinat d'une longue série, on verra même que ça deviendra franchement problématique, voire très très gênant. La rémission de Scully, alors je sais plus si ça va continuer dans les épisodes suivants, dans mes souvenirs, on n'en entend plus trop parler. En tout cas, bon, elle revient pétante de santé, bon ça, on va pas s'en plaindre. Les 2 épisodes qui ouvrent la saison 5 donc sont beaucoup plus dans la veine espionnage, hein, je vous disais, plus complotiste, notamment avec ce long laïus de Krichko qui parle en fait du dessein du gouvernement qu'on cache au peuple. D'ailleurs, le laïus de Krichko est illustré par un montage d'archives, il y a quand même pas mal de name dropping, hein, on va balancer les noms de Oppenheimer, MacArthur, Khrouchtchev. Émotionnellement, je trouve que l'épisode marche bien, même s'il se refuse topatos les tensions entre Mulder et le frère de Scully, même si ça débouche sur une insulte qui est atténuée d'ailleurs dans la version française, mais en VO il dit bien son of bitch, hein, donc je vais pas vous traduire, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire engeance de catin. Donc on retrouve finalement la pudeur typique de la série et que se caractérise bien au-delà des séquences fortes comme Mulder qui pleure au chevet de Scully. Il y a un moment que je trouve assez sidérant, c'est quand Scully appelle Holly. Donc Holly, c'est une collègue qu'on a déjà croisée dans l'épisode Autosuggestion. C'est l'assistante de Skinner qui tabasse son patron là quand elle était sous l'effet de l'hypnose. Donc Holly présente ses condoléances parce qu'on croit encore que Mulder est mort, mais Scully ne réagit pas. Elle reste très professionnelle et sa discussion reste totalement dans le cadre professionnel. Ce refus donc de sentimentalisme est assez surprenant. Ça démontre en tout cas une nouvelle fois le rapport très particulier de Carter et le travail qui imposait, on le sait à partir de témoignages, hein, il imposait un rythme infernal. On se souvient que Steve DeJarnat, le scénariste, a été écarté du pôle du scénariste pour cette raison. Et puis ça se voit aussi dans son rapport avec ces personnages qu'on voit rarement dans la sphère privée. Ce qui n'est pas exceptionnel hein, pour des enquêtes policières, mais ici, l'intime, les drames familiaux s'inscrivent vraiment dans l'ADN de la série, ne serait-ce que par le lien, par exemple, biologique qui unit Mulder et sa némésis, hein, l'homme à la cigarette. Donc X-Files, c'est une série sur la famille à la fois biologique et choisie, mais on filme rarement la sphère privée. Donc c'est vraiment, ça peut sembler extrêmement paradoxal. D'ailleurs, Kim Manners confirme que Mulder, c'est l'alter ego de Chris Carter. Hein, je cite la Bible X-Files, hein, le livre officiel. Kim Manners disait: Mulder reste très calme et détaché, et Chris Carter est exactement comme ça dans la vraie vie. Donc voilà, au final, une saison 5 qui s'ouvre de façon bien contenue et calme, comme pour apaiser l'hystérie d'une série qui a connu son pic d'audience et d'intérêt pour débuter autre chose et nous préparer gentiment au film. Hein. Alors pour conclure, je vais citer Chris Carter dans le livre officiel. Cette citation d'ailleurs me semble opportune dans la mesure où je vous ai parlé un petit peu donc de l'évolution entre Mulder et Scully. Il dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la rencontre de 2 grands esprits. Il n'y a pas plus fort comme énergie sexuelle. Tout le reste est facile et fugace, éphémère. Mais cette connexion entre 2 âmes, c'est la plus belle des romances. Voilà. Je pense que tout est dit là-dessus. Voilà. Écoutez, c'était assez long hein, pour faire cette chronique de tous les épisodes de la saison 4.
on va embrayer gentiment après donc sur cette saison 5 qui s'avère quand même plus courte. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, ciao.